Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Pour le premier épisode de la série Les femmes dans les mythes et les légendes, j'ai choisi de parler des sorcières, de la chasse aux sorcières et à la fin des procès de Salem. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que sont les sorcières ? Donc les sorcières, c'est la description de femmes pratiquant des rites païens qui s'intéressent à la médecine, aux plantes, à la nature. Bref, c'est un modèle qui paraît loin des codes sociaux stricts. Rappelons bien que nous sommes dans une époque où l'Église catholique s'impose et domine les esprits. Les femmes, mais ça pouvait aussi parfois être des hommes, sont perçues comme maléfiques et diaboliques. Elles pratiquent de la sorcellerie dans le but d'invoquer le diable pour semer la famine, les maladies, la pauvreté et les mauvaises récoltes. La chasse aux sorcières débute véritablement à partir de la Renaissance. C'est une période où l'homme est mis au centre de l'univers, on appelle cela l'humanisme. Alors qu'au Moyen-Âge, on isolait seulement les femmes les sorcières de la société, à la Renaissance, des procès et des exécutions vont avoir lieu. En 1486 paraît le Malleus Maleficarum. C'est un ouvrage expliquant ce que sont les sorcières et pourquoi il faut les condamner. Il devient très populaire et donne naissance à la vraie terreur des sorcières. On retrouve des procès surtout en Europe, comme en France, en Scandinavie ou dans l'Empire germanique. La justice va encadrer la sorcellerie sous plusieurs lois qui vont jusqu'à la condamnation à mort. Au total, on estime qu'il y a eu 110 000 procès en Europe, dont 48% ont débouché sur une peine capitale entre 1430 et 1630. Donc maintenant, après cette petite mise en contexte, je vais vous raconter les procès de Salem. Alors, en 1682, Salem Village est une ville où résident énormément de pauvres contre une très petite classe bourgeoise. La grande majorité de la population sont des chrétiens, protestants et puritains. Ils sont donc extrêmement attachés et stricts envers leur religion. De plus, une violente crise économique vient s'ajouter au problème. On est donc un peu dans un contexte de peur, de méfiance, ce qui est déjà pas mal pour susciter une paranoïa générale. Samuel Parris est le pasteur du village. Il est détesté par certains, aimé par d'autres, et il va jouer un rôle clé dans les procès de Salem. Enfin, surtout, sa fille et sa nièce, Betty et Abigail Williams. En effet, les deux filles ont l'habitude de se laisser emporter par les légendes fantastiques et magiques que leur raconte Tituba. Tituba est une esclave originaire de la Barbade. Elle est indigène et très proche de sa culture et de ses croyances à la magie. Cela déplaît beaucoup aux puritains de Salem qui voient la magie comme une force maléfique encouragée par Satan. Un jour, Betty, Abigail et une autre de leurs amies commencent à adopter un comportement assez étrange. Elles sont prises de violentes convulsions, hurlent, se débattent et face à ces crises, les médecins sont vite dépourvus puisque la médecine est très peu évoluée à l'époque. Ils trouvent du coup comme seule explication la sorcellerie. Les filles vont alors lâcher 3 suspects, Tituba, leur esclave, Sarah Good, une mendiante, et Sarah Osborne, une femme isolée. Tituba, elle avoue tout de suite son alliance avec le diable. Elle raconte qu'elle a vu plusieurs sorcières exprimer leur mépris envers les puritains. Beaucoup pensent qu'elle a menti, car lorsqu'une sorcière se confesse, elle échappe à l'exécution. Par la suite, les jeunes filles vont continuer à accuser d'autres innocents. On peut citer par exemple Dorothy Good, la fille de Sarah Good, âgée de 4 ans, John Elizabeth Proctor, Abigail Hobbs, Deliverance Hobbs, Martha Corey, etc. Elles vont aussi dénoncer la riche famille Nurse. On pense d'ailleurs qu'elles sont informées des rivalités entre leurs deux familles. Pendant que les accusations fusent, les procès commencent à partir de 1692. On déclare que toutes les affaires ont abouti sur une peine de mort, mis à part les suspects qui avouent leur complicité avec le diable et dénoncent d'autres sorcières. Salem Village plonge dans le chaos complet. Les prisons sont pleines, le village est peu à peu déserté. Il n'y a donc plus de main-d'œuvre pour s'occuper du bétail et les champs sont laissés à l'abandon. Cette barbarie cesse finalement en octobre 1692 avec la libération des accusés et l'arrêt des procès de sorcellerie. Plusieurs théories amènent à expliquer ce comportement irrationnel.
Certains disent que c'est l'influence de la religion, fondée sur la crainte des esprits démoniaques. D'autres établissent la théorie selon laquelle une épidémie d'ergot de seigle aurait touché les habitants. L'ergot de seigle, c'est une substance qui est contenue dans le pain et qui peut engendrer des hallucinations, des épisodes psychotiques et des délires intenses. Au final, on estime le nombre d'accusés à 300, dont 2 chiens. 19 personnes sont exécutées. Le bilan est terrifiant et après les faits, plusieurs accusateurs avouent avoir menti. 600 livres sont versés aux familles des exécutés et une stèle est construite à Salem Village en hommage aux victimes. Néanmoins, le mal est fait et cette histoire va faire trembler le monde entier. De multiples œuvres vont apparaître, notamment un film en 1957. Pour conclure, la chasse aux sorcières fut un véritable massacre basé sur des superstitions et très peu de preuves. Nous devons prendre en considération, bien sûr, qu'il y avait un grand manque de connaissances scientifiques et que les esprits démoniaques étaient pour eux la seule réponse qu'ils pouvaient apporter aux épidémies, aux famines, aux mauvais temps et tous les malheurs du monde, en fait. Donc il faut d'une part prendre en compte le contexte historique de l'époque pour comprendre les faits qui ont engendré ce massacre, cette peur, cette angoisse, mais surtout cette persécution envers toutes ces femmes. C'est pour cette raison que j'ai souhaité prendre la parole sur cette affaire, même si elle a été beaucoup mise en avant par tous les médias. Et c'est surtout pour ne pas oublier ces femmes innocentes qui ont sombré dans l'oubli. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour un 2e épisode.